Ah, on dirait que c'est mieux. Je dis bien on dirait parce que j'en suis pas sûre. Je ne suis pas du tout certaine que ça fonctionne. J'adore. Bon, alors, du coup, où suis-je? Je suis là, ça y est, c'est tout bon. Je me vois. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est croquette time. Mon mari remet des croquettes. C'est sympa, ça fait des petits bruits derrière. Alors, on se retrouve pour l'avant-dernière présentation du cycle sur comment on peut réduire le temps pour accéder beaucoup plus rapidement à ses rêves et être plus rapidement dans le flux qu'en passant par la visualisation et finalement en allant trifouiller le subconscient. Donc, on entame aujourd'hui la perversion du faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par la perversion du faire? Puis déjà, la première question à se poser, quelle est la différence entre faire plus et faire mieux? Alors, je vais vous résumer rapidement ce qu'on a vu les 2 fois précédentes. Alors, on a parlé de la manière dont on pouvait raccourcir le temps en étant pleinement conscient de ses besoins. La semaine dernière, on a évoqué la différence qu'il y avait entre l'ego et l'intuition. Et cette semaine, on va aborder toute la différence qu'il y a entre le faire pour avoir et pour être, donc celui qui va faire que vous êtes ce que vous faites, et le faire, ce que j'appelle le faire mieux, c'est-à-dire le faire qui vient s'intercaler, qui vient faire le pont finalement entre qui vous êtes et ce que vous souhaitez avoir. Ce faire-là, il est beaucoup plus valorisant, puis on va voir pourquoi au fil du temps. Voilà. Alors, quand vous commencez à vous dire que vous n'allez pas bien, en général, il y a un point commun qui se met en place, c'est que le pas bien, au lieu de s'arrêter et puis d'essayer de comprendre ce qui va pas, il va se traduire par une espèce d'hyperactivité qui va en même temps être doublée d'un espèce de dégoût profond. Moi, souvent, je dis, c'est comme si vous mangiez un gâteau au chocolat, vous vous engouffriez tout en sachant que ça va vous déclarer une crise de foie, mais malgré tout, vous continuez. C'est exactement le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que plus les personnes font parce qu'elles ne se sentent pas bien, pour essayer généralement de se déculpabiliser, plus elles se dégoûtent de ce qu'elles font, de la manière dont elles le font, et forcément il n'y a pas de résultat derrière. Moi, il y a une chose que je retrouve alors chez mes clientes ou quand on m'approche pour discuter avec moi, c'est souvent une perte de sens et je suis une coquille vide. Et ce qui est marrant, c'est quand on commence par leur dire quelles sont les choses qu'elles mettent en place pour lutter contre ça, c'est toujours les mêmes et c'est toujours « Ah, mais je fais plus ou je fais ça, mais je le fais différemment d'avant. » Mais non, il y a un moment donné, il faut juste se poser. Alors, on va rentrer dans le détail justement de pourquoi elles font plus. Alors, on va avoir 2 types de personnes. Soit les personnes qui sont en poste dans une entreprise, qui, elles, ne vont pas pouvoir faire comme elles veulent puisqu'elles ont un patron et elles vont se retrouver frustrées. L'autre catégorie, c'est les entrepreneurs, les entrepreneuses, les directeurs qui, elles, vont vont remanier et elles vont essayer finalement de venir réparer ce qui va pas à l'intérieur en passant par l'extérieur. C'est un principe qu'on appelle le principe de réflexivité, c'est-à-dire que si j'agis sur quelque chose d'externe, ça va forcément me réparer quelque chose qui va pas à l'intérieur. Or, c'est totalement faux, parce que plus elles vont faire, plus elles vont se couper au final de leurs besoins, elles vont se couper de qui elles sont, elles vont se couper de leurs ressentis. Et la première des choses avec laquelle il faudrait se reconnecter quand on ne va pas bien, c'est justement ces ressentis. Donc, si elles s'écoutaient, elles entendraient quoi, ces femmes? Eh ben, je pense, enfin, ces femmes ou ces hommes, c'est pareil pour les hommes. Sauf que les femmes en parlent beaucoup plus facilement que les hommes en général. Donc, les femmes, elles vont entendre une chose, stop. Stop, pose-toi et demande-toi de quoi tu as besoin. Et au lieu de ça, elles vont rentrer dans des injonctions internes, elles vont rentrer encore plus profondément dans les contraintes sociétales, ce qui fait que ça va forcément amplifier le mal-être. Au lieu de
d'entendre, et puis de se dire, ok, je suis en train de craquer, et si je craque, c'est pas forcément un signe de faiblesse, il faut que je m'arrête, et il faut que j'écoute mon dysfonctionnement interne pour lui trouver une solution interne. Ben non, elle part complètement à l'inverse. J'aimerais d'ailleurs vous rappeler, comme toujours, j'aime bien le rappeler régulièrement, c'est que on n'est pas un être dissocié. C'est-à-dire que nos besoins ne sont pas différents, ne sont pas indépendants de nos croyances, ne sont pas indépendants de nos valeurs. Et quand vous n'êtes pas bien, c'est que tout ça a explosé et qu'il n'y a plus rien qui est tenu l'un avec l'autre. Et c'est un peu comme une machine au final, c'est-à-dire que si vous ne l'entretenez pas en vous posant régulièrement la question, ok, est-ce que je suis bien, est-ce que ce que je vis c'est ok pour moi, est-ce que j'ai vu des mamans sacrifier leur vie à leur gamin, et le jour où l'enfant part, hein, finalement reprocher à l'enfant que, alors je vais la citer, c'était ma mère qui était comme ça, elle m'a reproché au final tout ce qu'elle avait pu me donner, mais moi je n'ai rien demandé, hein. J'ai pas demandé à avoir des allergies, j'ai pas demandé à être malade, j'ai pas demandé à ce qu'on me prenne en charge comme si j'étais un enfant handicapé. À la limite, j'ai même demandé qu'on me foute la paix. Donc, faut pas faire de transfert, que ce soit vers l'entreprise, vers l'enfant. Et très souvent, quand il y a un burn-out qui s'installe, il y a un transfert qui se fait, soit vers l'entreprise, soit vers l'enfant, soit vers le mari, soit vers quelque chose dont on a voulu prendre soin et où cette chose s'est quelque part délitée d'une manière ou d'une autre, soit par les âges, soit parce qu'on s'est lassé nous-mêmes. C'est souvent le cas quand on a une relation fusionnelle avec son entreprise. Donc, j'ai envie de vous dire, quand ça va pas, posez-vous la question de votre ordre de fonctionnement. Est-ce que je fonctionne dans le bon sens, hein, ou est-ce que je fonctionne à l'inverse? Je vous ai dit au début, il y a un faire, le pervers en l'occurrence, hein, qui est faire pour avoir, hein, et avoir pour être. Si je réduis mon équation à sa plus simple expression, ça va vous donner, vous êtes ce que vous faites. Donc, si on vous ampute de votre travail, si on vous ampute, comme dans mon exemple, de votre enfant qui s'en va parce qu'il est mâcheur, ou de l'activité à laquelle vous avez tout alloué, vous vous retrouvez être une coquille vide. Hein, vous êtes une maman sans enfant, vous êtes une chef d'entreprise sans entreprise, vous êtes, je ne sais pas moi, une enfant qui a dévoué toute sa vie à sa mère qui était handicapée sans maman parce qu'elle est décédée. Voilà, du coup, ce qui faisait votre substance, ça disparaît. Et si ça disparaît, il n'y a plus rien. Et donc, ces personnes-là, qui sont une grosse majorité, attention, c'est pas des cas isolés, en général, elles vont s'évaluer uniquement à l'aune de ce qu'elles accomplissent. C'est-à-dire que leur accomplissement va leur permettre d'avoir, et si elles ont une unité de mesure. Elles ont un compte en banque qui est bien rempli, elles ont la reconnaissance de l'enfant, ou même des autres parents, hein, qui trouvent que tu fais beaucoup pour ton enfant. Voilà. Et donc, ce mode de fonctionnement-là, il va être dit réactif parce qu'il vous faut un phénomène externe qui va engendrer une réaction puis qui va faire que finalement, vous allez donner un pseudo-sens à votre vie. Mais vous êtes bien conscient que tout ça arrive de l'extérieur, il n'y a absolument rien qui vient de l'intérieur. C'est ce que je dis souvent, c'est dans ces cas-là, vous remontez la rivière à contre-courant. Qu'est-ce que les gens ils vont chercher dans le faire? Donc, en général, ils vont chercher une existence, hein. Ils vont chercher une raison d'être. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, moi, qui me disent « Ah là, j'ai un agenda bien rempli. » Oui, parce que dans leur esprit, avoir un agenda bien rempli, c'est être quelqu'un d'important. Alors moi, je les fais hurler quand je leur dis j'ai un live le mercredi. Éventuellement, je fais une interview dans la semaine parce que j'adore faire des interviews. Ça me permet d'apprendre plein de choses sur l'esprit humain. Et puis, je travaille 3 jours dans le mois. Alors, travail effectif, hein, en présence clientèle. Et là, je les vois, mais t'as rien d'autre? Non, j'ai rien d'autre. Alors si, maintenant, je vais avoir un networking aussi, puisque je suis F-leader sur Maurice. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là et j'ai pas besoin qu'il soit plein plus que ça. J'ai juste besoin d'avoir du temps client, du temps formation, du temps pour mes enfants et du temps à moi. Voilà, parce que tout ça, c'est un équilibre et que j'ai bien équilibré mon rythme de vie. Donc les gens vont chercher en général dans le faire, ils vont aller chercher une reconnaissance, ils vont aller chercher des signes de réussite, ils vont aller chercher, qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore dans le faire? Une illusion, l'illusion d'être quelqu'un d'important, l'illusion d'être arrivé. Voilà, c'est en général ce qui va ressortir.
Donc on voit bien qu'au fil des ans, ben, finalement, il y a une espèce d'interdépendance qui est pas très saine, hein, qui va, et puis qui est surtout contre nature, qui va aller s'installer entre les injonctions de perfection que nous impose la société, hein, parce que cette notion d'être quelqu'un de bien parce qu'on est fortement occupé, c'est purement un critère qui a été imposé par la société. Et donc ça va créer, ça va créer une interdépendance entre la perfection et puis les besoins externes que la personne va chercher à nourrir par uniquement des actions. Alors, les besoins externes, on l'a vu dans les vidéos précédentes, donc je vais pas revenir dessus en détail. Je vais juste vous rappeler que c'est des besoins qui sont nourris et qui ne répondent en aucun cas à notre réalité. Attendez, j'ai tout quitté qui ne correspondent pas à notre réalité, c'est-à-dire que ils vont pas naître de nos croyances, hein. Ils vont, c'est ce que j'appelle souvent des besoins construits. Je vais vous redonner l'argent puisque c'est le meilleur exemple. C'est des besoins qui sont construits, qui ne répondent en rien à notre réalité à nous, contrairement à nos besoins internes qui eux sont en corrélation avec nos croyances, puisque je vous rappelle que nous ne sommes pas un être dissocié. Et nos vrais besoins, ils vont passer par le biais de nos valeurs justement pour se matérialiser. Contrairement aux besoins construits, et ça on va y venir. J'ai également bon nombre de personnes qui pensent dans mon entourage, hein, et puis dans les gens que je rencontre, que nos besoins ils viennent de la société et que ce sont nos actions qui vont nous permettre de satisfaire ces besoins, voire d'accumuler un certain nombre de choses. Ce qui est totalement faux. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Qui n'a pas entendu « il est midi, c'est l'heure de manger ». Moi, c'était la formule préférée de ma famille. « Il est midi, c'est l'heure de manger ». Moi, je mange quand j'ai faim, je mange pas quand il est midi. La logique, c'est pas de manger en fonction d'une horaire ou d'une trotteuse qui serait supposée faire une crise d'hypoglycémie. La logique, c'est de manger quand ton estomac crie famine, parce que typiquement, c'est l'expression d'un besoin à la fin. Et pourtant, on a essayé également de régenter cette partie-là en disant, à midi, on mange, à 19h, on mange. Alors, quand on change de pays, on est perdu, hein, parce que les Espagnols vont manger à 14 et puis 19h, beaucoup plus. Hein. Et voilà, mais on a essayé de contingenter ça en mettant un horaire. Hein. Les Français mangent entre midi et 14h. Pourquoi? On n'en sait rien. Ils ont apparemment qu'un créneau où ils peuvent avoir faim. Et au lieu de ça, du coup, on écoute l'horloge, mais on n'écoute pas son corps. Et ça, c'est le premier problème. Je veux dire, si déjà nos besoins primaires, on les régente avec des horaires, avec tout un tas de choses externes, comment voulez-vous que vos besoins qui sont de deuxième ou troisième ordre, si on prend la pyramide de Maslow, comment voulez-vous que ceux-là, vous soyez capables finalement de les écouter en dehors d'une injonction quelconque, hein, puisque déjà vous n'écoutez pas ceux qui émanent de votre corps. Et donc, on va, par transfert, considérer que tout besoin a besoin d'être externe. Pourquoi je vous dis par transfert? C'est parce que si on va chercher le besoin de s'alimenter à travers une horloge, les autres besoins, on va essayer d'aller les raccrocher aux choses qui semblent importantes pour la société ou pour le ciment de la société. J'ai mon mari qui fait un bruit fou derrière. Vous savez, c'est comme les gosses, hein. Il arrive au bureau et il s'excite de partout. Alors bon, il est là, hein, on le salue. Salut tout le monde. Il voulait arriver discrètement, c'est raté. Donc voilà, donc je reprends avec mes besoins. On a ce besoin. On va les raccrocher au final parce qu'on pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est pas un reproche, encore une fois. On va aller raccrocher nos besoins à des besoins qui paraissent ceux de la société, qui paraissent être les fondamentaux d'un ciment sociétal. Et typiquement, hein, allez, je vais prendre un exemple que j'aime bien. Je sais pas si elle m'écoute, mais elle va se reconnaître parce qu'on en a tellement parlé de son sac de luxe. Hein. Typiquement, personne n'a besoin d'un sac de marque. On s'en fout. Je veux dire, c'est pas pourquoi on va aller chercher un sac de marque. Il y a deux cas.
où on va aller chercher un sac de marque. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se vendent si bien. Le premier cas, parce que il y a dans vos besoins, un besoin de reconnaissance. Donc vous voyez déjà, vous l'avez mal nommé parce que vous l'appelez sac de luxe. Hein. J'ai besoin d'aller m'acheter un sac de luxe. Non, tu as besoin de reconnaissance. Peut-être sociale, peut-être financière, peut-être peu importe. Hein. Mais dans le sac, souvent, il y a un élément de reconnaissance sociale. Et il y a une croyance profonde qui veut que la reconnaissance, elle va forcément passer par un objet externe. Et donc, vous allez attribuer un pouvoir à cet objet externe. Alors, parfois, c'est les sacs, parfois, c'est les chaussures. Pour les hommes, c'est souvent les téléphones désormais. Donc, voilà, on va aller dissocier son besoin interne et on va aller l'accrocher à un objet externe. Donc là, il y a une association d'idées qui se crée puisque vous passez de sac de luxe à valeur de personne et puis vous mettez un filtre et ce filtre, ça va être le regard de l'autre forcément puisque la reconnaissance ne pourra passer que par le regard de l'autre. Il va y avoir donc une dépendance entre la satisfaction matérielle du besoin, vous achetez votre sac, et sa satisfaction immatérielle, recevoir la reconnaissance que vous estimez mériter. Avec le risque évidemment que le deuxième il soit pas nourri à la hauteur de vos attentes. Parce que imaginez, vous vous pointez à une réunion avec un sac de luxe, votre copine elle en a acheté un plus cher que vous, toute l'attention est focalisée sur celui de votre copine et non pas sur vous. La deuxième raison pour laquelle les sacs de luxe se vendent bien, c'est quand on sait précisément ce qu'on y attache. Je vais vous donner un exemple tout bête qui est le mien et tout le monde vous dira « Ah, Patricia a toujours des sacs Longchamp », ce qui est vrai. Depuis que je suis à la fac, je pense que Longchamp est ma marque de prédilection. Alors, je ne vais pas chercher dans le sac Longchamp un signe de reconnaissance. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que j'ai quasiment toujours les mêmes depuis 20-30 ans. J'en change quand il y a un nouveau modèle qui me plaît, mais non pas pour le signe de reconnaissance, mais parce que je sais qu'ils sont robustes. Je sais ce que je vais en faire, c'est-à-dire je les utilise quand je voyage ou quand je fais des séminaires ou quand j'y pour tout un tas de bazar. Et j'ai besoin que le sac, et quand il y a la fermeture éclair où il faut se mettre chacun un bout pour la fermer, j'ai besoin que ça craque pas. Et je trouve satisfaction avec ces sacs-là, donc je préfère, plutôt que de mettre 10 fois 20 €, je préfère mettre une fois pour toutes 200 €. Et je peux vous jurer que jusqu'à présent, mes sacs, chers certes, de marque certes, ils ont rempli mon besoin de praticité, à savoir une économie. Parce que j'entends pas dépenser X € chaque année ou chaque voyage dans un sac. Et mon besoin de praticité qui est que j'ai besoin d'un grand sac fourre-tout pour balader tout mon bazar. Voilà. Mon attente, elle est là. Après, si mon attente n'est pas satisfaite, à savoir par exemple que ma fermeture, elle craque, il va se passer quoi? Soit je vais changer de marque, soit je vais aller les voir pour le faire réparer. Voilà. C'est le seul impact qu'il va y avoir et sur ma vie, et sur au final l'importance que j'attache à cet objet. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Dans le premier cas, je vais attacher toute ma reconnaissance à mon sac. Dans le deuxième cas, il arrivera ce qui arrivera avec le sac. Ils sont tous donné le mot, les chats aussi qui font le bazar. Donc il se passera ce qui se passera. Si le sac il craque, soit j'en rachète un de la même marque, soit j'en rachète un dans une autre marque. Donc on voit bien qu'il y a dans un premier temps un transfert et dans le deuxième temps, l'objet il n'a que la fonction pour laquelle il est fait. Il n'y a pas du tout de transfert qui sont faits, par contre les besoins ils sont clairs. On va donc... qu'est-ce qu'on va constater dans ce cas? Typiquement, si on reprend le besoin de reconnaissance, on va aller chercher une validation externe, c'est-à-dire si c'est un entrepreneur, un retour client positif. Attention, je dis pas qu'il faut pas satisfaire ses clients ou que c'est pas bien. Simplement, vous avez parfois des clients qui vont faire des retours négatifs. Et puis quand vous allez creuser, vous apercevez que le client a transféré sur vous une partie de la responsabilité non prise. Et là, il faut savoir faire le pendant. Donc, si vous êtes dans la reconnaissance et que vous attachez votre valeur à la reconnaissance du client, forcément, l'absence de retour positif va vous impacter. Si vous n'attachez pas le besoin de reconnaissance au retour positif d'un client, vous allez être beaucoup plus objectif. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les erreurs que j'ai commises
qui lui ont pas permis d'atteindre son objectif ou qui font qu'il est insatisfait aujourd'hui. Quelles sont les erreurs qui lui sont imputables? Et je pense que dans nos métiers de coach, c'est hyper important de faire d'avoir le discernement entre les deux. Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je mets en place pour pas que ça se reproduise? Quelles sont les choses que j'acceptais, que je n'accepte plus? Quelles sont les choses que je m'étais pas autorisées, que je m'autorise? Voilà. Et là, du coup, il y a une analyse qui est faite par rapport à un besoin, certes, mais aussi par rapport à la valeur que vous vous octroyez. Alors que si vous allez chercher une validation externe par un objet externe, bah forcément votre moral il va faire ça, il va suivre, puis votre courbe de confiance, elle va suivre le retour que vous fera ou ne vous fera pas le client. Elle peut suivre également votre compte en banque qui est bien rempli ou qui est vide. Enfin voilà, donc vous allez finalement octroyer à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas vous un pouvoir que vous ne vous accordez pas à vous-même. J'ai des trucs qui passent, je sais pas si c'est les commentaires je vois pas les commentaires sur le chat, je regarderai tout à l'heure. Voilà, donc toutes les actions si je résume, toutes les actions qu'on va poser par rapport à un élément externe, ça va revenir finalement à un besoin exogène. Ça va impliquer un effort pour sa satisfaction, donc qui va passer par une action qui peut être logique, par exemple travailler pour gagner de l'argent, sans pour autant couler de source. C'est-à-dire que on y viendra un peu plus tard. C'est pas parce que vous travaillez que vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent parce que vous travaillez et parce que vous travaillez d'une certaine manière. C'est à l'inverse qu'il faut prendre les choses. Et ça, on va y revenir. Qu'est-ce que je note également qu'il y a très souvent, et ça va venir amplifier au final le problème, il y a une absence de plaisir réel qui est conjuguée à cette logique inverse. Si je reprends le travail, typiquement, il faut travailler, on va aller travailler parce qu'il faut gagner de l'argent. Ouais, mais il n'y a pas de plaisir dans le il faut. Dans le il faut, il y a une contrainte. C'est comme si moi, tous les jours, je vous disais... il faut que je fasse un live. Mon Dieu, le mercredi, c'est le jour du live. Bah non, parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, que j'y pense du jeudi au mardi, que j'écris mon texte, que je pense à ce que je vais vous dire et compagnie. Par contre, le il faut, vous voyez, je pourrais le mettre dans ma coiffure qui ressemble jamais à rien, où j'ai l'air toujours d'un coquillard qui sort du toiletteur. Mais voilà, mais j'ai pas envie de changer ma nature. Je veux dire, de temps en temps, mes cheveux, ils veulent bien faire, puis de temps en temps, ils ont pas envie de faire, alors je les laisse vivre. Là, c'est la même chose. J'ai pas le besoin d'avoir une image lisse pour vendre mes compétences. J'estime que mes compétences sont plus importantes que mon image. Typiquement, voilà, c'est qu'est-ce que j'analyse, qu'est-ce que je sais de moi, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je suis prête à concéder ou pas. Bon, donc qu'est-ce qu'on va aller chercher dans notre schéma contre nature? Puisque au final, aujourd'hui, on fonctionne à l'inverse. On va travailler pour gagner de l'argent sans mettre le moindre plaisir dans tout ça. Donc, on va avoir des mécanismes forcément qui vont se mettre en place. Par exemple, la surprotection de soi qui va passer par l'ego, par un ego fort qui souffre pas ou peu la contradiction, et puis surtout qui s'identifie à ses actions. Et encore plus à leurs résultats, c'est-à-dire on est toujours dans le faire pour être. Cet ego-là, il a du mal à reconnaître, cette personne-là, souvent, elle a du mal à reconnaître son échec et elle va lutter contre toute construction qui irait à l'encontre de son schéma. Schéma dysfonctionnel, on est bien d'accord. Donc, il y a un refus de reconnaître son erreur inconsciemment, il y a un refus de remettre le système en cause par peur que la conclusion lui aille pas. Il y a une peur de regarder l'échec en face aussi, surtout. Alors l'échec, entendons-nous bien, c'est pas parce qu'on a un compte bien rempli, c'est pas parce qu'on a une société qui fonctionne qu'on est heureux. Et pour moi, typiquement, l'échec, c'est ne pas être heureux avec soi-même. C'est pas j'ai 1 million sur mon compte, c'est génial, j'ai réussi ma vie. Non. Avoir 1 million sur son compte ne veut pas dire qu'on est heureux. Et pour moi, vraiment, le baromètre de l'être humain, c'est OK, est-ce que si demain je meurs, je suis heureuse de la vie que j'ai eue? Est-ce que si demain on m'annonce que c'est la fin de ma vie, c'est le dernier jour de ma vie, est-ce que rétrospectivement j'aurais fait dans ma vie tout ce que j'avais envie de faire? Et donc c'est pas, encore une fois, c'est pas corrélé à quelque chose d'externe. Donc j'en étais avec, j'ai perdu le fil de mes idées. Oui, regardez l'échec en face. Donc ça, c'est quand on a des croyances du type que la réussite, elle implique de travailler dur,
Et puis, de se dire que même si j'ai une vie de tant que j'ai de l'argent et que j'ai travaillé dur, enfin, si j'ai, non, ça va impliquer, ça va aller bien plus loin, parce que si j'ai une vie de en ayant travaillé dur, on va continuer à s'auto-flageller en se disant, ouais, c'est pas normal, c'est à cause un tel, il a plus de chance, mais sans jamais se poser à un moment la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, améliorer ma vie interne. Et surtout, quand on est dans ce schéma de faire pour être, on n'a pas envie que le système de croyances, qu'on appelle les croyances profondes, dont je vous ai parlé sur la première vidéo, soit remis en cause. Ce qui arrive à des moments où on est en réelle incohérence entre le réel que l'on vit et puis la réalité à laquelle on aspire. Et ça nous revient en boomerang et généralement on appelle ça un burn-out. Parce que ouais, la vie elle est cruelle, elle va quand même nous emmener dans nos dysfonctionnements, parce que si on n'arrive pas à en prendre conscience par nous-mêmes, elle va nous les mettre en face de différentes manières, avec différents degrés, de plus en plus violemment en général, parce qu'elle sait une chose, la vie, c'est que la douleur, elle va venir casser nos croyances d'origine, et qu'elle va venir, il n'y a que dans la douleur et l'urgence que les gens changent. Tant que ça fait pas mal, tant qu'il n'y a pas d'urgence, les gens ne bougent pas. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez bougé. Prenez la situation là qu'on vient de passer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bougé parce que ça ne faisait pas mal et qui sont en train de s'apercevoir qu'au final, ce qu'on leur a vendu comme étant indolore commence à être douloureux et on commence à les voir bouger. Voilà, c'est typiquement ça. Moi, je me souviens de mon grand-père, ça me choquait toujours quand il me disait ça. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale et il me disait toujours c'était dur en 39-40 puis en 41 ça commençait à devenir normal. Voilà. Et c'est typiquement ce que vous vivez avec vos besoins parce que vous les avez mis sous cloche, vous avez adopté des besoins externes, ceux de la société, et puis vous avez réussi à vous convaincre que c'était les vôtres. Voilà, donc quand on part, si je reprends schématiquement, et puis après on va passer à l'autre côté, si je reprends schématiquement, vous allez donc partir d'un besoin présumé et aller vers vos valeurs. C'est-à-dire les valeurs, c'est typiquement ce qui va engager le faire. Pour tenter de vous prouver que vous êtes dans le vrai et que quelque part, vous n'êtes pas responsable, ça vient de l'extérieur. Alors qu'en réalité, c'est votre schéma qui est à 100% responsable de vos échecs. Il y a une chose qu'il faut s'ancrer, c'est que sans l'assentiment du subconscient, on ne fait rien en tant qu'être humain. Votre corps, il agira dans la fluidité que s'il a l'aval du subconscient. Et pour avoir l'aval du subconscient, faut aller dégommer des croyances. Alors moi, je vous dis toujours, si vous le faites par le subconscient, vous allez mettre beaucoup de temps. Parce que c'est des schémas qui sont longs, c'est des processus de visualisation. Il faut faire monter les émotions, il faut arriver à revivre constamment le même type de scène. Faut déjà avoir identifié sa croyance, parce que si vous identifiez pas votre croyance, votre subconscient il tartouille encore un petit peu plus. Donc moi j'aime bien être très lucide. Sur le pourquoi on n'avance pas, sur le pourquoi... J'aime bien les choses pragmatiques en réalité. Et même si j'ai conscience, parce que je suis une adepte de l'auto-hypnose, que le subconscient a un rôle à jouer, je me dis toujours que je vais aller plus loin si je sais quelles sont les croyances qui m'empêchent d'avancer et si j'identifie clairement mes besoins. Voilà, donc là je viens de vous décrire ce qui est le summum de la désorganisation humaine, c'est-à-dire vous partez de l'extérieur, vous identifiez un besoin, puis vous essayez de retourner votre valeur pour essayer de remplir un autre besoin. Donc vous voyez, ça fait un vase clos, donc ça tourne en cercle, ça se renouvelle pas, et puis comme tout ce qui se renouvelle pas, au bout d'un moment ça fait une espèce de truc vicié. Et c'est ce que j'appelle typiquement la perversion du faire. Alors comment on casse ça? On va repartir de votre noyau. Et votre noyau, c'est toujours la même chose, c'est toujours vos croyances, c'est toujours votre cœur. C'est ce qui est invisible à l'intérieur de vous, mais là, pour le coup, sans ça, vous n'êtes rien. C'est ce qui va faire votre mission d'âme, quelque part. Alors là, je perds tout le monde parce que... Ah, d'âme. Non, j'en parle aussi parce que j'ai conscience, mais c'est pas mon axe principal. Disons que je vous y amène à la fin.
subrepticement et avec beaucoup de perfidie. Donc bon, on va repartir de votre noyau, donc de qui vous êtes, de ce qui vous fonde, donc de vos croyances. On va repartir également, parce que vos croyances, elles sont importantes, c'est ce qui vous permet de filtrer le monde, de savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et de votre cœur, c'est-à-dire à quel moment je me sens bien, à quel moment je suis léger dans ce que je fais, à quel moment je prends du plaisir. Moi, si je prenais pas de plaisir, j'arriverais à vous faire des lives de 20 minutes, mais j'y arrive résolument pas. Même quand j'ai calibré mon texte pour qu'il ne fasse que 20 minutes, je déborde toujours. Voilà, c'est toute la différence entre prendre plaisir à faire quelque chose et puis le faire parce qu'il faut le faire. Donc, quand on est soi-même et qu'on va faire les choses pour nourrir un besoin, donc quand on fonctionne dans le bon ordre, non pas dans un ordre, dans un mode que j'appelle réactif, mais dans un mode créatif, c'est-à-dire que vous êtes d'abord et puis après, vous allez identifier ce dont vous avez besoin et les valeurs, elles vont venir faire le pont entre les deux. Et là, vous êtes dans une espèce de... Enfin, vous n'êtes pas dans une espèce, vous êtes dans de la fluidité parce que vous êtes bien dans ce que vous faites. Et quand on est bien dans ce qu'on fait, les choses, elles sont faciles et les choses, entre guillemets, elles sont rentables. Quand je dis rentable, c'est pas forcément dans le sens lucratif. Rentable, c'est dans le sens où vous allez en tirer une richesse intérieure. Et puis souvent d'ailleurs une richesse extérieure aussi, faut pas le nier, quand on est bien dans ce qu'on fait, en général les gens le voient et viennent facilement à vous. De ce fait-là, les choses sont limpides, elles sont fluides, elles coulent de source. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette espèce de frustration permanente ou de lutte permanente où il faut lutter pour faire quelque chose. Moi, en ce moment, il y a un truc qui me fait pas plaisir, c'est de faire l'école à mes enfants parce que c'est un combat. Et à chaque fois que je m'assois à la table, je me dis, ah, ça y est, on va encore, et j'ai pas envie. Donc, je fais plus. Parce que de toute façon, ça se termine toujours en jus de boudin parce qu'ils ont pas envie, parce que, et nos deux besoins, moi mon besoin d'efficacité et puis de les voir avancer, vient se confronter à eux, très certainement leur besoin de rébellion qui arrive avec l'adolescence. Et du coup, ça fait clash et si ça fait clash, il n'y a personne qui est heureux. Donc plutôt que de faire clash, je leur ai dit, vous vous débrouillez, vous êtes autonome, vous savez où je suis, où me trouver, vous venez me voir. Et là, on rentre dans une espèce, alors pour l'instant c'est une fluidité chaotique, c'est fluide, c'est plus fluide, c'est fluide, c'est plus vite. Ça me fait l'effet d'une rivière avec une... comment ça s'appelle en français là, j'ai le mot en allemand, une écluse. Ça monte, ça descend, il y a quelque chose qui régule au milieu. Mais bon, il y a un moment donné où on va revenir sur des eaux calmes et où ça va coller tout seul. Donc, pour conclure là-dessus, donc si vous êtes, que vous faites pour avoir, vous allez agir en congruence, si je me mets bégayer avec qui vous êtes, et ça viendra nourrir évidemment votre confiance en vous, ce dont on parlera la semaine prochaine, parce qu'au final c'est le dernier pont. Et dans ce dernier épisode, je vous expliquerai que la confiance, ce n'est pas du tout une histoire de résultat, contrairement à ce qu'on nous vend, mais c'est justement une histoire de fluidité. Parce que plus vous allez être bien, plus vous allez être vous, moins vous allez vous retenir d'être qui vous êtes, plus vous allez donner les choses, partager les choses avec un naturel stupéfiant, plus vous allez recevoir, donc avoir, votre fameux avoir, et plus vous allez être en mesure, alors pas uniquement parce que vous recevez, mais plus vous allez être en mesure aussi par rapport à vos actions, de nourrir vos besoins. Et plus vous allez nourrir vos besoins, plus vos besoins vont être satisfaits. On parle de tous les besoins de la pyramide de Maslow. Plus vous allez avoir confiance en votre capacité à vous autosuffire quelque part. Alors, j'aime pas autosuffire parce que ça a l'air de dire qu'on a besoin de personne d'autre dans le monde, ce qui est faux. Mais vous êtes capable en tant qu'être humain, normalement, de former un tout cohérent. Et là, pour le coup, de tourner dans un vase clos, mais qui est sain. C'est-à-dire que vous savez ce que vous allez donner à l'autre, vous savez ce que vous allez prendre de l'autre et pour quelles raisons vous allez le prendre, mais surtout à aucun moment vous n'allez lui faire porter le poids de ce que vous allez lui prendre. C'est-à-dire qu'en permanence, votre état d'esprit sera de dire ok, j'ai reçu ça, je le retransforme. Souvent je prends la métaphore du boulanger, c'est-à-dire que le boulanger pour faire du pain il va vous donner du pain, mais pour faire du pain il va avoir besoin d'avoir de la farine et de l'eau.
Voilà. Et c'est exactement la même balance entre les besoins et les valeurs, le pain étant la valeur et les besoins pour faire du pain étant de la farine et de l'eau. C'est-à-dire qu'il va avoir conscience de son besoin, de la farine et de l'eau, c'est externe, mais ça, il va pouvoir le capitaliser pour, avec sa valeur, le transformer et vous le rendre. Voilà. Et du coup, à partir du moment où vous tournez comme ça, ben, vous commencez à nourrir ce que vous êtes, qui vous êtes, et puis surtout à exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes. Et de ce fait-là, ben, vous fonctionnez dans un ordre normal qui part de vous, de votre noyau, de vos croyances, de votre cœur, hein, de ce que vous avez envie de donner au monde et de ce que vous avez quelque part envie de recevoir face à ce que vous aurez donné. Voilà. Et ça, c'est le fonctionnement normal d'un être humain. Ça devrait être aussi le fonctionnement normal d'une société. Peut-être que ça irait mieux d'ailleurs si elle fonctionnait dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, vous voyez bien qu'il y a une suite logique entre ce que vous ressentez, ce que vous croyez, ce que vous aspirez à obtenir et le moyen que vous allez, la valeur hein, que vous allez actionner pour faire le pont entre votre croyance et votre besoin. Et là, on est typiquement dans ce que moi j'appelle le cercle d'or du flux. Et là, on court-circuite le temps parce que vous allez vous apercevoir qu'à partir du moment où vous êtes là-dedans, tout se passe mais 10 fois plus vite. Donc, c'est sûr que si vous conjuguez ça, un travail de fond par hypnose, par visualisation, par méditation, les changements sous-jacents, c'est-à-dire toutes les petites croyances limitantes qui vont rester et puis qui vont peut-être créer des freins, elles vont sauter 10 fois plus vite. Hein. Mais pour faire sauter ce bloc et puis aller plus vite dans sa vie, la première chose, c'est de se poser les bonnes questions, à savoir moi, de quoi j'ai besoin, qui n'appartiennent pas à la société, qui n'appartiennent pas à ma mère, qui n'appartiennent pas à mon frère, à ma sœur, qui ne m'appartiennent qu'à moi. De quoi j'ai besoin et comment, par mes propres actions, en étant en adéquation avec qui je suis, je vais pouvoir satisfaire tout ça de manière à rentrer dans un cercle qui soit durable et une harmonisation interne aussi qui soit durable et qui me permette de faire perdurer ça. Vous allez voir aussi, alors souvent on vient me dire ah oui mais alors toi t'as pas de problème dans ta vie. Ben si, comme tout le monde j'ai des problèmes dans ma vie, sauf que mes problèmes du coup je vais les prendre différemment de ce qu'on pourrait prendre ou ce que je peux le prendre quand je dysfonctionne. C'est-à-dire que quand je dysfonctionne, je vais être en mode réaction. Typiquement, je peux aller au conflit, c'est pas très très sympa. Et quand je fonctionne dans le bon ordre, je vais essayer d'amener les solutions. C'est-à-dire plutôt que s'il y a un problème qui surgit, plutôt que de dire à la personne arrête de m'enquiquiner, débrouille-toi, et je vais dire ok, ça c'est le problème, donc les solutions qu'on peut apporter, c'est ça, 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 ça. Ça, c'est un mode créatif. C'est un mode en équilibre parce que mon besoin c'est d'avoir de la sérénité, de la tranquillité et surtout pas d'entrer en conflit. Si je réagis par rapport à la société, on va me dire oui, faut pas se laisser marcher sur les pieds, c'est ton droit, c'est machin. Ouais, mais si mon droit me met mal, quel est l'intérêt de faire prévaloir mon droit? Autant que je fasse en sorte qu'on arrête le conflit. Mes droits sont bafoués, si ça fait plaisir à l'autre, ça fait plaisir à l'autre. Moi perso, je m'en fous tant que j'ai pas ma sécurité, tant que j'ai ma tranquillité. Voilà, c'est les deux oppositions qu'on peut mettre un peu comme le sac dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc veillez bien à ça, à quel endroit vous placez votre R, parce que je pense que vous avez remarqué que réactif et créatif, c'est exactement les mêmes lettres, avec le R qui change uniquement de place. Et en changeant de place, il fait aussi changer de place finalement l'être qui est derrière. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez ça, c'est que quand le être est au début, le R, il est en deuxième place du mot et ça devient créatif. Quand l'être est à la fin, vous êtes forcément dans le réactif. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Comme d'habitude, vous allez retrouver alors le texte en version light parce que finalement, j'ai encore débordé. Donc, vous allez retrouver le texte en version light au-dessus de la vidéo et sur le blog. Je reste dispo pour toute personne qui veut me poser des questions et autres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera de la confiance en soi et puis au mois de décembre, si ça vous intéresse, j'ai plusieurs sujets. Dites-moi sous la vidéo ce qui vous intéresse.
on peut justement parler de l'argent et de la perception de l'argent dans nos vies. Comment on va aller casser ce lien qui souvent fausse notre relation à nous-mêmes et comment, puisque ça fausse la relation aux besoins, hein, j'en ai pas mal parlé, donc comment on va casser ce schéma. Si vous avez d'autres envies, d'autres besoins, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je verrai si je peux y répondre. Si je peux y répondre, ce sera volontiers. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.